Au seuil de l'autre, aujourd'hui, avec pour invitée Marie-Hélène Proutot. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jeanne Orion. Vous êtes, je crois, professeure de lettres, vous êtes critique littéraire et en même temps vous êtes aussi écrivain. J'ai oublié quelque chose? Pas du tout, c'est complet. Bah écoutez, c'est superbe. Alors nous faisons un podcast à distance, donc même si nous n'avons pas en face tout de suite, c'est pas grave. Le cœur est une place forte. Aux éditions La Part Commune. C'est un livre sur la guerre. Un peintre encore, parce que vous avez beaucoup de livres, de nouvelles sur la peinture, et qui est un très beau livre parce qu'il présente entremêlés les corps des Alliés et des Allemands, et Stig Dagerman et la compassion. Vous dites, je caresse la matière de ces pages, les feuilleter avec précaution, ne pas les tourner trop vite. Pourquoi ce livre, Le cœur est une place forte, Marie-Hélène Proutot? Oui, votre question me touche beaucoup, Jeanne Orion, parce que cette idée de matière, effectivement, est très présente dans mes écrits. C'est quelque chose que je trouve en lisant en particulier le philosophe Bachelard. Oui. Ces matières sensibles, sensuelles parfois. Et là, c'est un livret militaire, celui de mon grand-père, Oui. Parti à la guerre de 14 et qui a été découvert tout à fait par hasard avec bien d'autres livrets partis venus de Brest, Oui. en Belgique, complètement vide. Voilà. Et donc c'est cette découverte qui, vers l'âge de 10-11 ans, a provoqué en moi tout un cheminement imaginaire, c'est certain. Oui. Et donc beaucoup plus tard, eh bien, j'ai cherché à reconstituer ce trajet en quelque sorte, et puis surtout à l'ouvrir sur le monde, sur toutes les villes en ruine. J'ai pensé à Sarajevo, je pensais Oui. à Ur, Oui. après, plus tard, dans le livre, c'est-à-dire cette tablette sumérienne de plus de 4000 ans qui se trouve au Louvre. Oui. Et qui finalement dit la même chose, c'est-à-dire le peuple gémit, les destructions sont terribles, et voilà une interrogation d'enfance, c'est presque un regard d'enfance prolongé sur les guerres, et puis et qui, surtout m'ont fait m'interroger parce que étant née dans cette ville elle-même détruite par la guerre, par la seconde cette fois, juste après la guerre, eh bien, si vous voulez, il y avait comme une interrogation en moi. Comment fait-on pour vivre debout parmi les ruines? Parce que c'était quelque chose qui n'était pas beaucoup développé dans les familles. C'était plutôt... C'était silencieux, bien sûr. C'était voilà, une douleur trop grande, trop... Et voilà. Et donc c'est de là qu'est parti effectivement ce livre. Le titre en est emprunté d'ailleurs à un vers du poète Paul Celan, qui est venu à plusieurs reprises dans la région et qui écrit à la suite d'une visite à Brest, qui écrit donc cette idée très belle que le cœur finalement résiste, un peu comme une citadelle. Oui, c'est une place forte. Oui. Voilà. Vous avez aussi un autre livre qui m'a beaucoup interpellée, parce qu'en lisant vos livres, je n'ai pas tout lu bien sûr, mais les titres de vos livres, c'est un peu comme l'histoire d'une vie. Je ne vais pas les dire dans l'ordre. Vous avez écrit Les blessures fossiles, édition La Part Commune. Les blessures fossiles, c'est l'histoire d'un cancer, le vôtre, vous allez bien, donc ce n'est pas sur ça qu'on va s'étendre, et heureusement vous allez bien. Mais il y a cette phrase quand même qui m'a beaucoup interpellée sur le lit d'hôpital. Ça veut dire que la veille de l'opération, le lit pour vous devient, il n'est pas anonyme. Des femmes sont passées, des femmes ont appris le grand large. Je dirais que c'est comme une veillée le jour où on y est, sur quelque chose qui va disparaître, qui va peut-être guérir, qui va peut-être prendre le grand large, on ne sait pas trop. Mais vous avez vraiment une description de ce lit très, très belle en quelques lignes, où il n'y a plus d'anonymat. Oui, parce que vous touchez là un point très sensible, c'est que cette expérience de la maladie, qui est commune à beaucoup de femmes, a provoqué en moi une sorte de bifurcation de l'écriture. Oui. J'écrivais avant, j'écris toujours d'ailleurs, vous l'avez dit, je lis beaucoup depuis toujours, et j'écris en même temps sur des auteurs comme
Stendhal, Victor Hugo, Marguerite Yourcenar. Et puis, il y a eu cette expérience, effectivement, de la maladie qui a provoqué une sorte de bifurcation de l'écriture. C'est-à-dire que je me suis attachée là à des mots plus sensibles, plus arrimés à mes propres rêveries, aux choses et aux flux de conscience, et en particulier dans le passage que vous citez qui me touche, parce qu'effectivement, dans cette expérience, on a l'impression aussi de toucher ce territoire du féminin qui est le sein, le cancer du sein. C'est une écriture qui part du corps, qui part des sensations, des impressions, et donc qui est en quelque sorte en connivence avec d'autres femmes qui ont justement vécu aussi la même chose, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça a provoqué une sorte d'affranchissement, de liberté, d'être plutôt dans une écriture où je m'autorise de moi-même, en quelque sorte. Oui. Voilà. Il y a aussi, vous dites, les choses dont on ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire du cancer dans ce livre, il y a une remontée en mémoire jusqu'à une petite fille de 5 ans. Comme si ce cancer découvert a été un peu, non pas fabriqué, mais il y a quelque chose qui était latent, là, comme une tâche. Oui, j'ai tenu à rattacher ce roman, parce que c'est un roman, même si, bien sûr, j'ai mis beaucoup d'éléments personnels. Ce roman, en fait, autour du personnage d'Iselle, dont le nom, d'ailleurs, Iselle, rappelle la légende de la ville d'Is. Et je tiens beaucoup à cette façon de revisiter les légendes. Je ne suis pas du tout inscrite dans une bretonitude figée. Je n'aime pas ce genre de choses. Et en particulier, j'ai tenu, comme vous le soulignez très justement, Jeanne, à ce que cette expérience soit reliée à une autre expérience du corps qui était l'avortement clandestin. Eh bien, dans les années 50, avec les horreurs que ça pouvait, enfin le cortège d'horreurs que ça pouvait entraîner, c'est-à-dire des morts, des difficultés physiques pour les femmes, enfin, et puis surtout la honte, voilà, la honte. Et pour faire justement le lien, j'évoque dans ce livre les blessures fossiles, j'évoque la légende d'Is, justement, qui est revisitée autour de la fille du roi Gralon, dont la légende m'a toujours étonnée, parce que finalement, elle est traitée de débauchée, enfin une sorte de sorcière, comme étaient souvent traitées les femmes dans l'histoire. Et donc, je tenais à ce qu'une sorte de rétablissement, elle n'est pas forcément que cela, justement, Dahu, la fille du roi. Voilà, donc sur un fond un petit peu en même temps d'expérience féminine, voilà ce que j'ai cherché à traduire. C'est un très beau titre, Une blessure fossile. Oui, c'est l'idée de quelque chose qui s'est incrusté. Comme un coquillage. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur l'idée d'intrus. D'ailleurs, un philosophe a écrit un livre qui m'avait aidé. C'était une expérience du cœur. Malade et en fait cette petite blessure, enfin ce cancer du sein, je l'ai un peu interprété comme quelque chose qui est inscrit dans le corps comme un intrus insupportable dont on veut évidemment chercher à se débarrasser et qui peut-être faire monter à des fragilités, à des blessures plus lointaines, peut-être d'enfance. Voilà l'interrogation de ce livre en tout cas. Comme nous en avons tous et toutes. Alors, j'ai lu votre livre, Madeleine, pardonnez-moi, j'ai lu votre livre, Madeleine Bernard, La songeuse de l'invisible, aux éditions Hermann. Et là encore, c'est une jeune fille, donc de 17 ans, que peint Gauguin amoureux, et en même temps, c'est une femme qui tout doucement va s'affranchir de beaucoup de choses, va partir loin de sa région, et va mourir à 24 ans. Vous vous êtes intéressée à Madeleine Bernard, pourquoi? Alors, d'abord, c'est tout simplement un choc émotif dans l'enfance. C'est-à-dire que j'ai découvert ce tableau qui est actuellement maintenant au musée d'Orsay, donc Madeleine au bois d'amour, peint par Émile Bernard, son frère, puisque Madeleine Bernard
Et la sœur de cette Annie jeune fille Bernard. un peu anonyme, parce Oui. que rien n'est plus anonyme que ces deux noms accolés. Elle est sœur de, quelque sorte. Oui. Et j'ai voulu la sortir de l'ombre, et donc ça remonte à une exposition vue dans l'enfance, où il y a très très loin, parce que finalement, à cette époque-là, c'est pour donner une idée des choses. Il n'y avait ni musée à Pont-Aven, c'était à l'hôtel de ville, ni musée encore au musée d'Orsay. Oui. Donc c'était tout simplement une exposition, Gauguin et ses amis. Et donc à partir de là, et puis ensuite je l'ai retrouvée, comme j'ai été moi-même étudiante après à Paris, je l'ai retrouvée donc, au musée d'Orsay. Donc, et puis j'ai été intriguée par cette impression de mystère. Oui. Voilà, dans les deux tableaux, et puis ensuite j'ai vérifié dans plein d'autres tableaux qui se trouvent un peu partout de par le monde, beaucoup aux États-Unis, également au Japon. Il y a toujours chez Madeleine cette impression de mystère, c'est-à-dire qu'elle est un peu un personnage très belle, et puis une jeune fille très intelligente. Elle est en même temps décalée en ce monde, en quelque sorte. Et on sent à plusieurs reprises qu'elle est en lien avec des forces un peu mystérieuses de l'invisible, incontestablement. Voilà, et c'est ce mystère en elle que j'ai cherché un peu à clarifier. D'ailleurs, la pose que vous lui faites prendre avec la main un peu sur... Enfin, pas la pose, mais le visage, avec sa main sur le visage, vraiment, il y a quelque chose de mystique aussi un peu dans tout ça. Ah oui, tout à fait. C'est une mystique. C'est une jeune fille qui lit des textes de Montaigne, mais en même temps des textes du bouddhisme. Elle s'intéresse à beaucoup de choses. Pour une jeune fille de l'époque, d'un milieu où normalement la loi toute tracée, c'est le mariage, elle ne s'y conforme pas. Ce n'est pas une rebelle véritablement, mais en tout cas, elle mène son chemin avec une très grande... Les yeux ouverts, oui. Et effectivement, elle s'intéresse à beaucoup de choses, venant d'un milieu qui est plutôt tourné vers un catholicisme classique. Elle s'intéresse à beaucoup de choses comme cela. Et surtout, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée en découvrant la profondeur de cette vie, qui pourtant est très courte, puisqu'elle ne vit que 24 ans, c'est qu'elle va finalement entrer en contact avec beaucoup de milieux différents. Oui. Elle va connaître, par exemple, comme sa famille habitait Asnières, elle va connaître les peintres des bords de Seine, Signac, Seurat, des peintres de Montmartre, puisque son frère Émile Bernard était un grand ami de Van Gogh et de Gauguin dans un premier temps, avant leur rupture. Elle va connaître aussi le milieu d'un petit peu de la mode, non pas la grande mode, mais tout de même, enfin, puisqu'elle va essayer de travailler justement dans ces milieux, soit à Paris, soit en Angleterre, à Nottingham. Et puis alors, il y a cette bascule saisissante, on ne peut pas dire d'autre chose. Quand elle part en Suisse. Elle quitte tout, elle quitte absolument tout en 1892. Donc elle a une vingtaine d'années, et elle s'enfuit incognito, véritablement, à Genève. C'est très troublant, et évidemment là, il y avait pour la compréhension de sa vie, il y avait des éléments à creuser. Parce que véritablement, elle n'a plus laissé aucune trace, ni même à son frère, alors que pour Émile Bernard, il y a entre eux une connivence depuis l'enfance qui est absolument extraordinaire, véritablement. Surtout à la fois sur un plan artistique, sur un plan affectif, enfin, c'est une très grande beauté leur relation. D'ailleurs, en même temps, c'était pas facile d'être la sœur d'Émile Bernard, qui était un être un peu fantasque, rebelle, et donc Madeleine a quitté tout cela, et elle est partie donc à Genève, où là, elle n'a donné aucun élément pour qu'on puisse faire le lien avec sa vie antérieure, parce que quand on retrouve dans les archives d'Aix-en-Provence, on se demande pourquoi les archives d'Aix-en-Provence, et bien tout simplement parce qu'à Genève, et là je ne m'y attendais pas, elle va fréquenter pendant 2 ans une famille absolument originale, la famille de la future grande voyageuse Isabelle Eberhardt, journaliste, découvreuse du Maghreb, et bien sûr d'une vision tout à fait autre que coloniale de ce monde Maghreb. Et donc elle
elle va fréquenter cette famille, de l'aristocratie russe. La mère d'Isabelle Eberhardt est une aristocrate russe. Elle est la fille naturelle de précepteur de la famille. Donc, il y avait là des éléments assez troublants. Et puis, en même temps, donc, Genève, à l'époque, c'est aussi le haut lieu, je dirais, des exilés, un petit peu de l'anarchisme russe, des contestataires républicains italiens. Voilà, donc c'est un lieu assez étonnant également. Voilà. En tout cas, c'est un livre très fouillé. Une idylle avec ce frère, Augustin de Mordeur. Il va exister une idylle entre Madeleine et ce frère. Voilà. Mais vous donc, bien des éléments qui donnent une profondeur de champ à cette vie qui est vraiment... C'est extraordinaire, hein, 24 ans et une vie aussi intense. C'est extraordinaire, c'est le mot. Et c'est un roman, mais alors que je n'ai pas du tout romancé sa vie. Mais finalement, elle traverse, comme je le disais, elle traverse tant de milieux pour une jeune fille qui au départ était une jeune fille rangée. Bien sûr, il n'y avait rien qui présageait cette aventure. Votre livre, je le précise, est à la librairie du musée du Quai d'Orsay. Donc, si vous avez donné une conférence, au musée d'Orsay, vous aviez vous-même donné une conférence, je crois, en début de mois. Voilà. Oui, pour les amis du musée d'Orsay et de l'Orangerie, il n'y a pas très longtemps, ainsi que dans d'autres villes déjà. Et c'est avec un grand plaisir que je cherche à parler c'est une muse finalement. Elle a inspiré quand même aussi. Et vous écrivez, il y a des passages aussi très aériens. Elle a inspiré de très nombreux portraits. Et on peut dire d'elle, c'est une inspiratrice, pour reprendre le titre d'une belle exposition de peinture à Vence dans le Midi. Et un soutien indéfectible de son frère, incontestablement. Et puis, à l'époque, elle n'a pas... Alors que ces peintres étaient complètement décriés, c'est-à-dire dans tous les salons, bien sûr, Van Gogh, Gauguin, Cézanne. Et donc elle n'a pas hésité, par son intelligence, elle avait saisi le caractère novateur de cette peinture. Voilà. Et puis c'est en même temps, donc, même si on ne s'intéresse pas à la peinture, c'est un très beau destin. Oui, c'est un beau destin féminin, rapide. Très rapide, 24 ans, et très beau. Et vous avez une écriture aussi, pour terminer un peu sur ce livre, vous écrivez aussi de façon très aérienne, un peu comme un peintre. Longue et mince silhouette, telle une aile de lumière, elle flotte sur le ciel bleu. Vous avez campé un décor, vous avez campé une femme, vous avez campé quelque chose, c'est magnifique. Je viens plutôt à un de vos livres qui pour moi est vraiment, je crois, le livre où je me retrouve vous-même, sans vous connaître vraiment, mais le vent, la Bretagne et tout ça. C'est La Petite Plage. C'est un livre qui est construit en 26 fragments, je crois, reliés les uns aux autres par un même fil, qui est cette petite plage bretonne. C'est un lieu d'enfance. Et il y a des vagues, des dunes, il y a tout ce que, parce que je précise, vous êtes de Brest et vous vivez à Nantes, mais la Bretagne, pour vous, c'est vraiment dans votre ADN profond. Vous n'écrivez pas un arbre, rien que l'herbe courte. Il y a le blanc du sable, il y a le bleu de l'eau qui lève des désirs et souvent les brise, envirant au gris. Le gris agité de l'océan, le gris du granit, lui porte au silence, à l'île intérieure en chacun de nous. La petite plage, Marie-Hélène. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une sorte de matrice, véritablement pour moi, parce que inscrite dans l'enfance, et puis elle a quand même ceci de particulier, que c'est un lieu de toute beauté. Véritablement, la couverture en donne une petite idée, mais c'est un îlot, parce que cette petite plage est en fait encadrée de très gros rochers et d'une toute petite maison qu'on croirait une maison d'enfant, mais qui en fait est une maison de douanier. Ce qui fait que ça donne un lieu, un enclos véritablement, un enclos de lumière. Moi je l'ai appelé dans le texte la clairière des métamorphoses. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué là probablement, enfin je le dis après coup bien sûr, mais
cet attrait que j'ai pour le paysage est parti de là, et en particulier pour un paysage toujours métamorphique, en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien souligné, il y a le vent, qui est toujours quand même très présent, même si c'est pas le vent du sud, et puis il y a les marées. Donc avec tous ces éléments, le lieu n'arrête pas de changer. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes les 6 heures, il y a ces éléments des vagues qui refluent, qui sont hautes, qui sont basses. Et donc, finalement, eh bien, ça m'a donné une sorte de modèle artistique en moi qui fait que je m'attache beaucoup aux choses comme ça qui ne sont pas figées. Par exemple, les galets aussi, qui sont un peu des lessivés, les galets qui roulent dans la vague, eh bien, qui sont un petit peu pour moi comme des morceaux de mémoire un petit peu, et qui vont rouler dans la phrase, parce que pour moi, les mots, j'ai un goût pour les mots en particulier, donc ce travail qui roule un petit peu dans le travail de la phrase, eh bien, je l'assimile un petit peu à ces petits galets qui roulent dans l'eau. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension inscrite en moi, puisque j'ai même intitulé un des chapitres « Mon Finistère portatif ». C'est-à-dire qu'en fait, même si je suis ailleurs, je suis ici à Nantes, ou si je suis à Paris, ou ailleurs, eh bien, il est en moi, je le porte en moi par une sorte de rythme qui vient des lointains, ces promenades des lointains, ces promenades d'enfance. Il y a d'ailleurs en exergue du livre la phrase de Eric De Luca. Il s'agit de l'autobiographie du lieu et les personnages sont des figurants. En effet, ce sont les lieux, comme vous étiez en train de nous l'expliquer. Et puis vous avez aussi un passage sur le bouturage. Bouturer les pousses de bois tendre, aussi bien les mots éclos dans le silence. Et vous dites attendre sans hâte l'invisible et continue pousser de la sève, qu'elle soit végétale ou langagière. La laisser mener sa vie là-bas. Donc vous avez quelque chose, encore une fois, ce côté un peu mystique, ce côté un peu songeur de l'invisible. On le retrouve même là. Oui, c'est vrai qu'il y a cette acuité à regarder les choses ou les lieux. Il y a comme cela ces rochers aussi qui sont en suspens de façon absolument étonnante. Quand on regarde le lieu, eh bien, je pense qu'il y a ces lieux qui sont des éléments, déclencheurs de l'imaginaire. Oui. Et chez vous tout le temps. C'est comme vous parlez de bouturage, et puis c'est cette sorte de gageure qui est de faire pousser quelque chose de rien presque, parce que c'est ça finalement. Et je compare effectivement avec les mots. Eh bien, il y a ces lieux, il y a ces objets, il y a des objets qui ont comme cela une capacité à dire beaucoup plus qu'eux-mêmes. Oui. Et la promeneuse ou la regardeuse que j'étais dans l'enfance, je pense, eh bien, c'est attaché, puis finalement n'a jamais cessé peut-être de l'être. D'où ces sortes de divagations un petit peu buissonnières à travers des objets qui portent, par exemple, à partir de ce vent, dans le livre La Petite Plage, j'évoque porté par le vent, justement, le sort d'autres femmes qui sont ces femmes en Afghanistan qui résistent, qui luttent, et en particulier par les mots de la poésie, les mots des poèmes, ce sont des mots, des petits poèmes interdits qu'on appelle les landailles. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, j'aime bien ces télescopages. C'est-à-dire qu'on peut être ici et ailleurs. On peut être au XXIe siècle et en même temps devant un menhir qui se trouve dans la région de la Petite Plage. Et bien, je retrouve Victor Ségalen devant des stèles en Chine. Donc, j'aime bien ces passerelles entre les moments et ce qui fait qu'il n'y a pas de frontières, puisque finalement, dans l'imaginaire, le temps n'existe pas, ou du moins il n'y a pas de date, il n'y a pas de frontières. Je voulais aussi vous dire que j'ai trouvé dans votre écriture, toujours,
Vous avez, on dirait, justement, vous parlez de promenade, on dirait une promeneuse qui va débusquer des paysages, bien sûr, mais aussi dans la peinture. Vous débusquez les personnages qui sont dans le cadre, les modèles, vous racontez leur vie, vous glissez un peu de la vôtre de temps en temps aussi, bien sûr, on ne peut pas être totalement indemne des longs personnages. Et vous avez cette façon d'écrire, mais avec toujours, en fond, la mer, les vagues, le vent, les marées, la Bretagne. On dirait que c'est un ressac, votre écriture, un merveilleux ressac d'ailleurs. Et beaucoup de couleurs, de peinture. On dirait que vous êtes peintre dans l'écriture, voilà. C'est amusant parce que j'ai presque l'impression, quand vous me présentez, que j'ai une vocation ratée de peintre. C'est tout à fait possible dans une autre vie. Ça doit être votre repentir de peintre à vous. Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a un lien très fort entre cette acuité à regarder et puis la fascination que je ressens devant certains tableaux. Oui. Parce que finalement, devant un tableau, en tout cas c'est l'expérience que j'ai, c'est une sorte de moment suspensif justement du regard, du temps. Et on entre des fois sur des petits détails, ça dépend. Et de la même façon, eh bien oui, devant la nature, les vagues ont quelque chose de fascinant. Oui. En particulier pour l'enfant, parce que finalement c'est toujours identique et c'est toujours différent. Ce mouvement, et donc nécessairement, oui, c'est une sorte de, je dirais, les marées de l'imaginaire un petit peu, puisque dans ce que vous avez décrit, oui, la mer, les vagues, le vent. Ce qui est aussi important dans ces éléments de matériaux un peu justement à la Bachelard, c'est que ce sont des éléments originels. C'est-à-dire que là, il y a très peu de construction humaine. Vous voyez, c'est presque brut. On a l'impression d'être dans un paysage d'origine. Tout à fait. Si on fait abstraction bien sûr des maisons aux alentours, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Et donc, et puis ce qui anime la mer aussi, je suis très sensible, c'est-à-dire la vie sous-marine et les laminaires, les algues. Certains ont développé des herbiers, moi ce serait un alguier. Oui. Le mot laminaire, je trouve il est fascinant parce qu'il est un petit peu, justement, il désigne une algue qui ondule au gré du courant et puis en même temps, je le trouve très beau. Il commence le livre, d'ailleurs, c'est sur ça. Il commence le livre et finalement il indique aussi une ondulation de la phrase parce que je trouve qu'il lui-même a ce mouvement en lui. Et donc oui, c'est ces différentes sensations que j'ai transcrites dans mon écriture. Vos titres de livres, je le disais tout à l'heure, sont toujours très beaux, comme Nostalgie blanche, comme La ville aux maisons qui penchent. Tout à l'heure, on parlait de Le cœur est une place forte, La petite plage. Il y a toujours un ancrage et on rentre dans le livre après. C'est vous qui choisissez vos titres. C'est vrai que, par exemple, La ville aux maisons qui penchent, suite nantaise en sous-titre, eh bien, c'est une référence pourquoi les maisons qui penchent, ce sont les hôtels négriers du XVIIIe siècle qui, dans cette partie connue de Nantes qui s'appelle le quai de la Fosse, qui est en fait des bateaux qui partaient. Et donc les hôtels négriers qui ont fait fortune malheureusement sur cette tragédie d'Afrique, ça m'a beaucoup marqué, ça c'est certain. Et donc depuis l'enfance, parce que je ne suis pas nantaise, mais je vis à Nantes depuis plus de 50 ans, et donc il y a une interrogation sur parce qu'on a toujours peur que ces immeubles ne s'effondrent. Et donc, il y a là une sorte de regard aussi un petit peu interrogatif, amusé, et en même temps une plongée là aussi dans l'histoire, parce que Nantes est une ville, André Breton l'a souligné, c'est une ville fascinante, et on peut s'y côtoyer l'hyper contemporain, je pense. Je pense dans une perspective qui est superbe, qui s'appelle Les Anneaux de Buren, le sculpteur Buren. Vous voyez
la ville en perspective et en même temps l'eau, mais remontée par la mer, justement, c'est aussi ça qui... Vous parliez de la mer tout à l'heure, la présence de la mer en moi est aussi dans cette ville. Eh bien, les anneaux de Buren côtoient littéralement les quais qui ont servi à la traite négrière. Donc il y a là, vous voyez, des télescopages qui moi, m'enchantent beaucoup parce qu'il y a une profondeur là véritable. Et donc, eh bien, c'est cette présence de Nantes sous une forme de flux de conscience un petit peu. Là aussi, c'est une série, une trentaine de petits tableaux sur Nantes, d'autres, par exemple, Le joueur de Vielle, qui est un tableau de Latour, Georges Latour, qui se trouve au musée de Nantes. Eh bien, je l'ai associé à un musicien des rues qu'on a entendu qui est passé quelques années, oui, qui jouait du violon dans les rues de Nantes. Voilà, donc qui en même temps fait réfléchir sur la misère dans les rues et autre chose. Donc il y a toujours ce va-et-vient. Oui, vous avez une présence au monde d'ailleurs, vous-même, qui est extraordinaire. Parce qu'en vous lisant, des fragments de tous vos livres, on a l'impression vraiment d'une présence au monde. Vous êtes témoin de quelque chose et vous témoignez. Et en même temps, vous peignez, comme on avait dit tout à l'heure, probablement que vous avez une vocation manquée, voilà. Et en même temps, vous vous intéressez beaucoup aux femmes, à la vie des femmes, à leur trouver, à aller chercher ce qu'elles ont peut-être acquis, perdu, renouvelé. Et il y a chez vous aussi cette forme de solidarité féminine, mais qui n'est pas du tout dans une forme, je dirais, de violence ou autre, au contraire. Vous cherchez quelque chose comme pour laisser une trace d'elle. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. C'est présent dans mes travaux, puis même dans des textes que j'ai écrits alors, antérieurement même à ces travaux, je dirais, à ces livres dont nous parlons. J'ai écrit sur la situation des femmes, oui, il y a bien longtemps, et je n'ai pas cessé depuis. C'est quelque chose qui est ancré en moi, parce que peut-être des modèles féminins dans ma famille, certainement. Il y avait ma grand-mère qui apparaît dans plusieurs de mes livres. Ce sont des figures qui ne parlent pas beaucoup, qui ne font pas grand bruit, humbles finalement, mais tout aussi fortes. Oui, elles sont dans la transmission d'ailleurs aussi. Elles sont comme ces vagues. Voilà. Marie-Hélène, pardon, oui. Donc oui, il y a une fidélité à cela, et puis il y a le fait aussi que le mouvement de libération des femmes m'a bien sûr interpellée. Je m'y suis située sans problème, et je continue de m'y situer. Et en tant qu'enseignante aussi, j'ai été amenée à faire des travaux et des recherches sur la situation des jeunes filles. Et comme vous dites, oui, c'est une solidarité. Une solidarité de bienveillance. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Je n'y mets pas de violence. Non, aucune, au contraire. Ni de clivage. Je pense, par exemple, vous voyez, l'expérience du cancer du sein, il y a des hommes qui sont venus me parler à la suite de rencontres. Ce n'est pas du tout exclusif. Mon propos n'est jamais excluant. Voilà, je ne le veux pas. Non, en tout cas, il peut s'ouvrir largement et d'ailleurs je le vois parmi les lecteurs, effectivement, c'est une dimension importante. Je me situe dans une approche universelle. Oui. Marie-Hélène, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec vous et surtout à aller chercher qui était Marie-Hélène, parce que bien sûr on se connaît un peu sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. Mais c'est toujours étrange d'aller à la recherche de quelqu'un. Et je dois dire que vraiment j'ai trouvé une femme formidable, un écrivain formidable aussi, une écrivaine formidable. Et je voulais juste, avant qu'on ne termine, vous poser une question. Pourquoi cet intérêt pour les allumés de Saint-Pétersbourg de Baradov ? Eh bien, je vais répondre par un élément biographique, mais qui n'est pas le seul. Oui. D'abord, d'être né à Brest, sur la hauteur de Brest, dans un lieu qui allait devenir ensuite un hôtel où passaient des écrivains comme Kerouac. Oui. C'est assez étonnant, mais
Brest, c'est une ouverture directe sur l'ailleurs. Voilà. Alors l'ailleurs, en l'occurrence, c'était plutôt l'Atlantique et l'Amérique. J'ai un grand-oncle qui est parti au Canada. Oui. Est parti à Ellis Island. C'est à l'autre bout, ce n'est pas Saint-Pétersbourg. Mais en tout cas, le goût de l'ailleurs, je l'ai inscrit en moi, et puis ensuite je l'ai cultivé dans les études, bien sûr. J'ai aimé découvrir la littérature russe. Alors là, véritablement, j'ai écrit sur la littérature russe, la poésie russe, en particulier donc sur Gogol. Donc, à Saint-Pétersbourg, c'est une ville. Je pense y aller, mais je la connais presque par la littérature. Oui, c'est très beau d'ailleurs. Et donc, c'est cette fascination. Oui, oui. Eh bien, écoutez, nous sommes hélas obligés d'arrêter ce podcast. Je serais restée des heures. Merci voilà, beaucoup. Mais je voulais vraiment, mais c'est moi qui vous remercie. Mais je voulais vous dire, ce que je retiens de vous, c'est encore une fois peut-être ces mots. Du plus loin que je me souvienne, j'ai l'horloge des marées dans le corps et dans la tête, et la mer dans les oreilles, tantôt le ressac léger, tantôt le fracas d'enfer, des vagues contre les rochers, comme un rythme natif, écrivez-vous. J'écris l'histoire des plages, donc cette petite plage de sable blanc, une histoire qui dure, une histoire d'enfance, une plage où j'ai couru, pareil au verger, au coin de rivière, au jardin public. Pour d'autres, c'est mon paysage premier. Et je crois vraiment que ce sont ces mots, comme vous disiez tout à l'heure. Vous êtes une femme qui est une songeuse de l'invisible à votre façon. Vous êtes une femme qui regardait le monde, les paysages intérieurs et extérieurs, libre, affranchie, porteuse de mots, de couleurs et d'éléments, justement ces éléments bruts, qui sont la nature en quelque sorte, ce qui nous est offert. Et vraiment, je vous remercie infiniment pour cette découverte de vous que j'ai eue moi-même, et pour tout ce que vous avez dit, et d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette citation et cette analyse qui me touche fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt.